invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan-Châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Louis Defels nous accompagne également. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Et Antoine Post avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes gérant de portefeuille chez Constance Associés. Le crash du jour, le warning du jour, après ceux de Walmart, de Target ou encore de Cisco la semaine dernière, c'est Snap, la maison mère du réseau social Snapchat. Vous êtes le seul autour de la table à savoir ce qu'est Snapchat. Antoine, on est tous trop vieux pour ça. Pas utilisateur. Ben, c'est bien le problème d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe avec Snap? Qu'est-ce qu'il faut retenir du discours de la direction de Snap? Et pourquoi le titre s'effondre littéralement de 40%? Alors, vous l'avez effectivement bien souligné déjà en préambule, Snapchat a entamé sa descente aux enfers déjà il y a maintenant quasiment un an, en fait, et tout a commencé avec le changement de réglementation d'Apple, le fameux Apple Tracking Transparency, IDFA, qui a en fait tout simplement changé le paramètre d'envoi de données, puisque le gros de la rémunération des sociétés comme Snapchat, mais on peut prendre Facebook, venait en fait des publicités ciblées que les cookies leur permettaient de renvoyer aux utilisateurs. Donc ça a été vraiment la genèse de ce mouvement. Admageddon, je me souviens. C'était l'Armageddon publicitaire pour le marché de la pub en ligne aux États-Unis. Entre-temps, on a eu Google qui a annoncé qu'ils allaient emboîter le pas d'Apple avec un mécanisme assez similaire, dont les détails ne sont pas encore connus, mais on imagine effectivement qu'on va arriver au même résultat. Donc ça a été vraiment le premier gros point d'accroche de Snap, qui avait une valeur très élevée relative sur ses earnings, qui traitait plus de $80 le titre. Et ça a vraiment été le point de base déjà du décrochage boursier, qu'on a vu aussi sur d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, ou sur d'autres sociétés tech, on peut même penser à Alphabet. Derrière, vous avez ensuite effectivement le fameux phénomène macro. Et aujourd'hui, on le sait, les marchés sont vraiment dans l'anticipation, voire même l'anticipation de l'anticipation. Et quand on nous dit que la Fed est en retard pour remonter les taux et qu'elle va taper du poing sur la table, le marché pense récession. Et quand vous avez une récession, la première coupe que vous faites, c'est le budget publicitaire. Ces sociétés qui vivent de cela, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent plus fournir des publicités ciblées et donc de qualité, et donc il y a une vraie valeur ajoutée pour leurs marketeurs, et se retrouvent derrière, en plus, face à une potentielle récession qui accroît donc la coupe de budget sur les pubs. Et on pourrait même parler d'un autre phénomène qui est grosso modo les pénuries et les goulets d'étranglement qu'on a eu partout, et notamment en provenance de Chine avec toute la situation sanitaire. Et ça, vous avez en fait une situation de base où vous ne pouvez plus bien cibler vos consommateurs. Vous avez déjà des budgets réduits parce que, en fait, on n'a pas les produits à vendre. Donc, on réduit le budget parce qu'on ne peut pas partir à toute berzingue sur de la pub, puisqu'on n'aurait pas le stock nécessaire pour assumer derrière. Vous avez le potentiel d'une récession qui va encore une fois couper les dépenses. Donc ça, c'est le fameux sujet macro. Et on en arrive au dernier point, mine de rien, ça ne vous a pas échappé. On ressort dans la rue, on retourne boire des verres, les jeunes retournent en cours, les plus vieux retournent travailler. On regarde moins Netflix, mais on passe aussi beaucoup moins de temps sur Snapchat, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le quatrième point, c'est que aujourd'hui, vous avez vraiment des métriques d'utilisation qui se réduisent. Et si on peut rajouter l'ultime point à ce sujet, c'est TikTok. TikTok cible exactement les mêmes utilisateurs que Snapchat. Snapchat, le gros de l'utilisation, c'est-à-dire 85% des utilisateurs, c'est entre 13 et 35 ans. TikTok, on est peu ou prou sur les mêmes métriques. Et vous avez un réseau social qui décolle, qui est TikTok, on le voit depuis quelques années, et un autre, alors qui fonctionne bien parce qu'on continue d'ajouter des souscripteurs, mais qui se traitait à des niveaux complètement démentiels en termes de valorisation. Et on arrive aujourd'hui à faire les comptes, le marché fait les comptes, et je pense que peut-être plus que le business model finalement de ces sociétés qui n'est pas forcément menacé, on voit aujourd'hui que le marché, dans son ensemble, a vu peut-être ces titres trop beaux, plus beaux qu'ils ne l'étaient, et on revient aujourd'hui à une certaine notion de réalité. Vous dites que ce n'est pas forcément la fin d'un modèle économique, mais en tout cas, c'est la fin d'un modèle d'évaluation de ces business models. Parce que si on les valorisera plus jamais de la même manière. Alors ça, en tout cas, à court terme, je ne pense pas. Mais si on veut rester très terre à terre, Snapchat gagne de l'argent, donc ils ne sont pas en danger immédiat. Facebook brasse énormément d'argent, les cash flows sont énormes.
Et donc là-dessus, si vous voulez, les sociétés tournent, continuent d'être rentables et continuent de distribuer du bénéfice, que ce soit à l'actionnaire ou que ce soit en réinjectant dans l'investissement. Mais dans les deux cas, on a vraiment une structure bilancielle qui est potable, il n'y a pas beaucoup de dettes et il y a de l'argent qui arrive. Ils peuvent traverser une période compliquée. Alors ils peuvent traverser une période compliquée, mais effectivement, là où je vous rejoins, c'est que remettre des métriques de valorisation telles qu'on les a connues par le passé, ça me paraît aujourd'hui extrêmement peu probable à court terme. Et d'autant plus avec aujourd'hui le fait qu'on ne puisse plus juste investir sur un ETF ou sur une action et attendre qu'elle monte parce que l'argent tombe de partout, que l'obligataire n'apporte aucun rendement, ce qui apporte des flux aux equity, on arrive dans une situation où on commence à faire les comptes et certaines sociétés, malheureusement, payent peut-être les chimères du passé. C'est violent quand même, hein, parce que, encore une fois, c'est un titre qui avait déjà divisé par 2 avant la baisse du jour, qui est une baisse de 40%. Ça montre le marché n'est pas tout à fait prêt pour ce genre de message encore aujourd'hui. Le marché n'est pas prêt, mais il faut aussi relativiser que Snapchat s'est toujours payé historiquement très cher. Ah ouais. Et même encore aujourd'hui, elle se paye très cher, malgré la forte baisse. Ça, c'est une des premières leçons que j'ai appris quand je suis arrivé. J'ai connu un peu juste avant 2008. Et il y a un dicton, il ne faut jamais sous-estimer le potentiel de baisse d'une action. C'est pas parce qu'elle a perdu 50% qu'elle ne peut pas en reperdre 50%. Elle a perdu 3 fois 50% en 6 mois. Et on le voit avec Facebook, qui se paye moins cher que le S&P. Elle perd 10% sur l'annonce de Snapchat, alors que les pauvres sont tranquilles dans leur bureau et n'ont rien demandé. Je me suis amusé à regarder aussi la valorisation de Netflix. C'est vrai que ça se paye, je crois, plus que 16 fois le PE et 11 fois les EBITDA. Beaucoup moins cher que certaines valeurs. C'est moins cher que Coca, c'est moins cher que Costco. Mais voilà, moi je suis entièrement d'accord avec toute l'analyse qui vient d'être faite. C'est vrai que moi je connais moins le marché américain. On est plus spécialisé sur les small et mid cap européennes chez Gay-Lussac Gestion. Mais ce qu'on en retire, c'est de dire, quand il y a eu un tel changement de paradigme qui sont liés aux banquiers centraux, faut donner du temps au temps. Vous savez, la fameuse inertie, c'est vrai qu'en ce moment, le marché est en train de chuter et les résultats ne suivent pas encore. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de macroéconomiques ou d'analystes qui disent que c'est peut-être le moment de revenir sur la Nasdaq, sur la valeur fort PE, parce qu'on est revenu sur la moyenne historique 5 ans, je crois, autour de 18 fois le PE sur le Nasdaq. Nous, clairement, on reste énormément très prudent dessus, parce qu'il y a une énorme inertie, comme je disais, sur le marché. Il y a pu avoir des excès à la hausse liés aux banquiers centraux, je pense qu'on l'a tous vu, mais ça met énormément de temps à sortir. Il y a eu de tels flux qui sont rentrés pendant des années, et on a vu la bascule vers les valeurs un peu plus dites value, et clairement avec des valeurs, on va dire, sous les 15 ou 20 fois le PE, et toutes celles qui étaient au-dessus de 25 fois le PE se sont fait massacrer sans discernement. Je pense que clairement, ce n'est pas fini. Le marché exagère à la hausse, mais aussi peut exagérer à la baisse, et surtout qu'il n'y a plus aucun catalyseur pour pouvoir les faire remonter. Plus de force de rappel, là. Plus aucune force de rappel. Donc là, les secteurs, les uns après les autres, sont en train de se faire massacrer. Même toutes les valeurs de qualité, les indicateurs, celles qui ont même les meilleurs bilans, les valeurs de plus forte qualité, qui avaient fortement progressé, les valeurs du luxe, etc., se font massacrer les unes après les autres. Et en tout cas, moi, je dis aux personnes qui n'auraient aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour acheter. La fameuse expression, n'achète pas le couteau qui tombe. Ouais. Et ça arrivera, tout dépend du changement de message des banquiers centraux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous en avez parlé en introduction, ils sont complètement dans un corner lié à la forte inflation de plus de 8%. Et évidemment, ils ne feront jamais toutes les hausses de taux qu'on attend. Mais là, ils sont dans un tel corner, ils ont dit même on va impacter la croissance. Ils sont au pic de leur hawkishness. Donc je pense que ça va peut-être durer jusqu'à cet été. Et cet été, ils n'ont pas le choix avant. Peut-être qu'on verra des messages de l'inflation se calmer, notamment par les effets de base, les stocks qui s'améliorent, peut-être les matières premières liées à la Chine qui ralentit, qui diminuent, peut-être une demande aussi qui ralentit. On a vu encore aujourd'hui les différents chiffres des PMI qui continuent, qui commencent toujours un point haut, mais qui commencent à baisser. Vous verrez qu'il y a de grandes probabilités que les services peut-être manufacturiers arrivent sous les 50 d'ici cet été. Et je pense qu'à ce moment-là, les banquiers centraux ajusteront peut-être leur discours. Et enfin, on pourra revenir vers ça, c'est le scénario rose auquel tout le monde se raccroche aujourd'hui. Oui, mais bon, le scénario rose, c'est pas avant cet été. Et d'ici cet été, il reste encore plusieurs semaines. Donc, Mais il ne faut pas... Vous dites... Non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que le monde des marchés peut changer très, très vite en quelques mois. Et vous dites qu'il ne faut pas sous-estimer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule bataille, c'est l'inflation, l'inflation, l'inflation. Quel qu'en soit le coût pour la croissance, hein, c'est là où on en est aujourd'hui. Vous dites, attention, dans 3 mois... le discours, il aura peut-être changé. Voilà, exactement. Oui, non, mais c'est ce qu'on pense, c'est que ça devient peut-être un peu consensuel, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très difficile d'aller attraper ces fameux couteaux qui tombent. Il faut se retenir de les acheter. Ce n'est pas parce qu'on est revenu en ligne avec les moyennes historiques, ça peut être 15, 20, 30% sous les moyennes historiques. Là, on commence à voir des gens qui commencent à se faire peur
pareil, sur la valorisation du S&P, je crois qu'elle est revenue à 7 ou 17 fois. Il y en a qui se disent, si on revient en bas de cycle, en plus avec des EPS qui baissent, on pourrait revenir à 13-14 fois, comme on avait au pic et de 2018, je veux dire, dans le trou de 2018. Et là, dans ces cas, ça vous mettrait un S&P autour de 3300, ce qui ferait encore 10-15% de baisse. Est-ce que c'est le risque de de la deuxième lame, c'est-à-dire la première lame, baisse des valorisations par la baisse des prix, deuxième coup de lame, c'est la baisse des résultats auxquels on n'est pas encore totalement prêt aujourd'hui, Léa? Il y a plusieurs choses qui ont été dites qui m'intéressent et sur lesquelles je vais rebondir, et je vais parler de la deuxième lame dans la foulée. D'abord, je pense que là, il y a un effet comportemental sur les marchés qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre les Nifty 50. Sauf que, je vais reprendre l'expression consacrée, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En fait, la plupart des investisseurs n'ont pas connu cette époque. Non. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut aller le regarder. Hein. C'est intellectuellement très intéressant. Et en effet, on a un de-rating massif de secteurs qui étaient de toute façon, en absolu, survalorisés. On ne va même pas essayer d'aller les regarder les uns après les autres. Ce n'est pas que les techs, il y avait d'autres, mais en tout cas des secteurs très en rupture qui ont tous été très bien valorisés. Ça, c'est la première chose. Sur les valeurs de croissance, de qualité qui ont toutes dératé sans discernement et ça continue, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, il y a quand même des secteurs sur lesquels on voit que ça ralentit parce que justement, la deuxième lame, elle va être comment ? Elle va se distinguer en fonction de là où sera la croissance. Je ne crois pas que les banques centrales s'arrêteront éventuellement de lutter contre l'inflation juste pour sauvegarder la croissance. En tout cas, aux États-Unis, c'est clairement pas le cas et ça ne l'a jamais été. Ils nous l'ont démontré pendant la crise Lehman Brothers. Si ça doit tuer certaines entreprises, ça les tuera. Ils l'ont fait, ils le referont. J'en suis persuadée. C'est leur modèle. En Europe, et c'est là qu'on voit qu'on tâtonne un petit peu plus, et donc probablement que la première lame, elle n'est peut-être même pas encore arrivée en Europe, ça sera peut-être un peu moins violent. Qu'est-ce qui va sauver effectivement certaines valeurs, certains secteurs ? Eh bien, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Il y a une entreprise française très intéressante qui s'appelle Legrand, qui a rappelé que là, il y a un plan massif de rénovation obligatoire, alors pour, on va dire, les Français qui connaissent un peu l'immobilier, qui font un peu de location, dans 2 ans, on ne pourra plus rien louer si on n'atteint pas des niveaux d'efficacité énergétique simples. Legrand a dit, c'est pas compliqué, on a plein de hausses de coûts d'un côté, on a en face une demande qui se maintient et qu'on ne voit absolument pas se tarir. Et de toute façon, comme on n'aura pas assez pour approvisionner cette demande, on passera des hausses de prix sans difficulté. Donc il va y avoir une segmentation secteur par secteur très très simple et qu'il va falloir trouver. Ça va être du stock picking. On en a déjà parlé en début d'année. Je pense que ça continuera. En revanche, la deuxième lame plus générale, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à avoir une hausse des taux qui va peser sur le marché ? Je pense que oui. Je pense qu'on est exactement dans l'inverse de l'effet Tina qu'on a vécu depuis un certain temps. C'est-à-dire que là, on ne sait plus dans quoi investir. Donc, là, c'est une forme d'effet Tina, mais un peu différente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout... Il n'y a plus d'endroit où se réfugier. Non, y compris l'immobilier. Vous en avez parlé très rapidement en introduction. Et donc là, ça devient très, très compliqué pour les investisseurs. Et c'est probablement ça qui crée la capitulation générale, parce que ça crée une forme de stress qu'on voit bien. Ouais. Sauf que pour l'instant, la capitulation, on ne l'a pas vue. C'est un peu le sujet des techniciens de marché, d'une certaine manière. On ne l'a pas vu. Il n'y a pas eu cette panique générale qui permettra à tout le monde d'être un peu plus confortable pour Mais à quand revenir. d'être la dernière panique, en fait ? À quand d'être la dernière panique ? Parce que quand on regarde les marchés qu'on a très systématiques, avec des mouvements erratiques très forts qui ne sont pas que le fruit de l'analyse fondamentale, on le sait, on voit bien que même sur des informations extrêmement brutales, comme la guerre en Ukraine, mais même comme les crises Covid ou maintenant la hausse des taux, les marchés réagissent sur 2 séances et encore. Et en général, rétablissent très vite. Il est là le problème. En revanche, point valorisation quand même important. Effectivement, les niveaux de valorisation, le fameux PE, sont bien revenus. Mais en face, on a ces fameuses croissances bénéficiaires. Sur certaines valeurs de qualité, on arrive aujourd'hui à un PEG. C'est en fait, on met en face la croissance bénéficiaire et le PE qui est à 1. C'est la même chose. On est autour Combien je paye mon point de croissance de bénéfice ? On est à peu près autour de 16-17 sur ces valeurs de qualité / croissance, pas que croissance, ce qui fait qu'elles sont à des niveaux achetables. Donc la vraie question, effectivement, c'est lesquelles vont maintenir leur croissance là dans les 6 prochains mois. Ouais. On va découvrir... On imagine que la saison des résultats du 2e trimestre va être particulièrement intéressante. On a déjà quelques warnings là en cette fin de publication, saison de publication du 1er trimestre. Est-ce qu'on va découvrir ce que j'appelle les passagers clandestins du pricing power ? C'est-à-dire que depuis un an, finalement, tout le monde a eu plus ou moins du pricing power, de manière conjoncturelle ou de manière structurelle, mais conjoncturellement, il y avait des pénuries, les consommateurs avaient de l'argent, de l'épargne, et donc il n'y avait pas de problème. Là,
on sent qu'on rentre dans le dur. Et on a vu, alors avant Snap, les discours de Walmart ou de Target dans la consommation de base aux États-Unis, où là, on sent qu'effectivement, l'idée de continuer à monter les prix va devenir beaucoup plus difficile. Ça doit être chirurgical maintenant, disent les patrons de Target et de Walmart. On ne peut plus monter les prix de manière automatique face à un consommateur qui commence à souffrir. Oui, tout à fait. Effectivement, ça devient plus complexe et il y a beaucoup de secteurs qui vont en pâtir. Ça, c'est une certitude. Il y a d'autres secteurs. Alors, vous savez, Grégoire, que moi, Walmart, ça fait partie de mes pics plutôt long terme. Je ne le savais pas, je m'en souvenais pas. Mais on avait déjà discuté très bien, sur le plateau. Et pour le coup, ce qu'on constate, alors sur Walmart, c'est qu'ils ont plutôt tendance effectivement à avoir des sujets de stock avec un accroissement des inventaires de l'ordre de 20%. C'est quand même moitié moins que Target. Mais en parallèle, ils battent sur le revenu. Et dans ces temps un peu troubles, moi, je trouve que c'est intéressant de reprendre aussi le gain de part de marché. Et Walmart, vraiment, dans ses considérations inflationnistes, c'est le dernier endroit où les gens seront encore capables d'aller faire du shopping aux États-Unis parce que c'est vraiment la value proposition qui est mise en avant. Ça reste le champion des prix bas. Sur les prix bas, ça reste quand même plutôt le champion. Il y a d'autres poches de valeur. Alors on peut penser à d'autres sujets. On peut penser sur les financières, par exemple, à du paiement comme American Express, où on sait que les gens qui ont une American Express sont plutôt haut revenu, donc ont plutôt une propension à être moins impactés par une récession que ne pourrait l'être le commun des mortels. On voit aussi qu'ils ont une stratégie extrêmement agressive sur les millennials, avec beaucoup de partenariats qui ont été mis en place. Ils ont une très belle croissance sur ce business-là. Ils sont aussi très présents sur le business des entreprises, notamment petites et moyennes. Et donc voilà, il y a des poches comme ça. On peut aussi peut-être penser au railroad, au chemin de fer, puisque typiquement aux États-Unis, il y a un vrai dilemme entre choisir une compagnie de camions ou des transporteurs ferroviaires pour choisir. Sauf que là, entre les salaires qui montent, la pénurie de chauffeurs, le prix du carburant qui est quand même au plus haut, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, tout ça, ça donne des avantages structurels pour des gains de part de marché sur les ferroviaires. Et après, effectivement, sur du plus classique, on peut considérer que des sociétés comme Apple ou d'autres ont quand même cet effet de communauté, cette capacité à générer de la demande et du pricing power, quelles que soient les conditions de marché. Et en tout cas, s'ils ne sont pas capables d'augmenter les prix, ils ont des marges qui sont plus confortables pour leur permettre d'amortir les hausses de coûts. Donc, bon, je regardais quand même le consensus bénéficiaire. On attend encore quasiment 10% de progression des bénéfices aux États-Unis et en Europe cette année, Louis. Et encore plus sur les small et mid cap. Et encore plus sur les small et mid cap, ouais. Je pense que ça va être vraiment. Où est-ce que vous mettez le curseur, vous ? Non, mais comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. On a eu les grands globaux, les Goldman Sachs & Co, qui ont commencé à réviser fortement leur croissance du PIB, que ce soit aux États-Unis, dans tous les différents pays de l'OCDE, etc. Au niveau micro, c'est toujours pas arrivé. Pourquoi ? Parce que le terrain, il y avait encore un effet de base plutôt fossile. Et toutes les sociétés qui ont publié le terrain étaient très bons, même au-dessus des attentes. Et les titres se sont fait sanctionner pour la plupart du temps. Nous, ce qu'on pense, c'est que là, ça y est, la microéconomie, en tout cas la bourse, commence à anticiper, notamment pour certaines valeurs cycliques qui sont massacrées comme l'automobile. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'automobile, aujourd'hui, ne sous-performe plus dans des phases de risk-off. Ouais. Ça, ce qui est assez intéressant, c'est au contraire, on a vu pendant la semaine dernière, quand il y avait les journées, c'était les Pernod Ricard, les Nestlé, aussi, financières automobiles, qui tiennent plutôt bien. Pourquoi ? Parce que ces valeurs presque complètement des PMI qui vont rentrer 45, sous les 50, peut-être pas à 45, mais un peu sous les 50, et on va y aller tout droit. Quand on regarde les différents indices des Philly Fed, etc., on y va. Sauf que la bourse anticipe. C'est comme certaines valeurs du luxe. Regardez Adidas. Aujourd'hui, Adidas est devenu quasiment au plus bas de niveau pendant de la crise Covid. À cause de la Chine, les valeurs de luxe se font aussi impacter à cause de la Chine qui a fermé. Pourtant, on a refait le point récemment sur Hermès. Hermès a fait quand même, avec, je crois, 5 ou 6 magasins fermés, a quand même été en croissance sur le deuxième trimestre pour le moment. Ouais. Mais Chanel nous dit c'est des baisses à 2 chiffres en avril en Chine. Là, j'ai vu ça aujourd'hui. Richemont a l'air, Maison de quartier, a l'air de nous dire que ça reste compliqué. Ça reste compliqué. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous... mais comment ça va ils subissent pas tous le même sort d'une certaine Hermès, manière. Ça peut à part, parce qu'Hermès, même si ça va. L'Oréal a plutôt un discours assez positif aussi en Chine. Bon, après, il y a pas mal de digital pour eux. Mais bon. Et sur la conso, d'ailleurs, Hermès, L'Oréal, là, c'était intéressant. C'est l'AG aujourd'hui, je crois. Enfin, en tout cas, bref, j'ai vu la DG de L'Oréal qui s'exprimait. Il dit les hausses de prix, pour l'instant, n'affectent pas la demande pour les cosmétiques. Non. Donc là aussi, on voit, il y a des business pourtant discrétionnaires qui sont encore préservés dans les arbitrages que font les consommateurs. La demande bien, c'est ce que disait Léa aussi sur l'innovation.
Pour Legrand, des sociétés comme Samsey qui sont distributeurs négoces de matériel, ils passent les hausses de prix, c'est parti tout de suite. Ouais. Pareil chez Thermador, qui est un grossiste, pareil, qui fournit les Leroy Merlin, ça part tout de suite. Donc le pricing power est là, la consommation tient. Pour le moment, on a vu qu'aussi aux États-Unis, l'épargne, les consommateurs avaient un peu utilisé un point d'épargne dedans. En France, en tout cas en Europe, c'est toujours pas le cas parce qu'il y avait les boucliers fiscaux. Mais il faut rappeler qu'en France et en Europe, le T est encore super bien tenu, lié aux effets de base. Je vous rappelle que le T2 va être beaucoup plus compliqué parce qu'on est sorti du Covid l'année dernière à partir de mi-mai, donc il y a pile un an. Ouais. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça tient encore, et c'est vrai qu'on a fait des points avec des sociétés comme Steph, qui est une société logistique et transport qui distribue au café, hôtel, restaurant et notamment chez les Carrefour, et qui disait, ça y est, non, l'inflation n'est toujours pas arrivée au premier trimestre. Elle arrive vraiment maintenant le T2, T3. Et c'est ça. Plus des effets de base compliqués. Donc là, oui, le T2, T3, Donc les enjeux, c'est maintenant. on va être dans le dur. Mais je pense que le marché l'anticipe. Ouais. Et clairement, quand les T2, fin juillet, je pense qu'avant de partir en vacances, on va se prendre là, quelques douches, ça va être un peu compliqué, ou en septembre pour les small caps quand elles vont publier. Certaines valeurs, j'espère, vont faire des warnings. Les analyses sell-side vont réviser à la baisse. Et j'espère qu'on verra en fonction du marché qu'il y a quand même une grande chance que le jour où elles font des warnings, où elles ajustent, le titre monte. Contrairement à la publication du terrain. Là, pour l'instant, ça baisse. Hein. Et là, Pour on parle de boîtes qui ont quand même la capacité à guider les anticipations de marché. Walmart, c'est venu de nulle part. Target, c'est venu de nulle part. Pourquoi ? Aussi, contrairement en Europe, c'est que la différence, c'est que aux États-Unis, les hausses de coûts, ils ont des hausses de coûts salariaux qu'on n'a pas du tout en Europe. On a des prix, tu mentionnais tout à l'heure, des prix du gaz et l'électricité qui sont au plus haut, alors que nous, on est très contents d'avoir quand même le nucléaire qui lise beaucoup plus de prix. On a beaucoup plus de temps en Europe de passer les Il y a hausses plus de de prix. volatilité, vous dites. Aux États-Unis, c'est pour tout des de boîtes suite, américaines. c'est hausse de prix, D'accord. vous prenez tout d'un coup. D'accord. C'est ça ce qui a fait aussi mal à Walmart. Hein. C'est pas la top line. La top line, ils ont même révisé à la hausse. Hein. C'est l'impact sur les marges brutes lié au mix moins bon, le coût de salaire et coût de transport, électricité, énergie. Donc quand vous avez tout d'un coup, Walmart, c'était un bon sang. Et donc vous dites que le schéma de marché pourrait conduire à ce qu'on ait la capitulation qu'on attend, c'est-à-dire des warnings et des mauvaises nouvelles qui ne feraient plus baisser les titres. C'est déjà le cas, ce avertissent. qu'on disait tout à l'heure sur l'automobile. Sur certains, c'est un peu cyclique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut acheter du défensif et plus de cyclique. Nous, on voit que le défensif sous-performe en ce moment, ne marche plus. Donc c'est peut-être une sorte de capitulation. Quand vous voyez que Nestlé sous-performe de quasiment depuis un mois, les belles valeurs encore un mois. Donc espérons, le seul problème, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'inertie. C'est que malheureusement, jusqu'au mois de juillet, il va rester encore 2 mois. Donc voilà, on va faire le dos rond, mais espérons qu'en juillet, on ne soit pas loin des points bas. Et j'espère que les mauvaises nouvelles seront pricées. Et ça devrait repartir après. Bon, mais racheter des cycliques, ça veut dire quand même qu'on a dans l'idée qu'il n'y aura pas de récession immédiate, ou en tout cas trop dure, même si les cycliques anticipent déjà une récession. Ou à la limite, on pourrait peut-être avoir une récession cyclique. C'est simple, les cycliques, il faut les acheter une fois que les PMI sous les 50, normalement entre 2 et 3 semaines après, donc tout le monde dit c'est la fin du monde, c'est à ce moment-là qu'il faut les acheter. Et normalement, elles ont révisé à la baisse, comme ça leur PE qui était facialement faible devient élevé. Exactement. Et les cycliques, il faut les acheter quand le PE est élevé. En bas de cycle de profit. Ce qui est intéressant sur le consensus, pour revenir là-dessus, c'est que je faisais l'exercice tout à l'heure, les attentes des bénéfices et du revenu du S&P 500 sont plus élevées au 20 mai, donc la semaine dernière, vendredi dernier, qu'elle l'était au 31 décembre 2021. Donc c'est que, et d'ailleurs, c'est conforté par les chiffres, puisque, alors on aura sûrement cette seconde lame, mais pour l'instant, les surprises. Le premier trimestre a été bon. Elles sont positives. On est à 2,5 sur les ventes et quasiment 6 ou 7 sur les résultats, et c'est encore plus vrai en Europe. Donc il y a quand même une vraie décorrélation entre la réalité des entreprises au jour le jour, qui battent leurs objectifs, qui arrivent à les maintenir, même si certains géants font des warnings, c'est pas la majorité du marché. Et dans le même temps, ce momentum extrêmement bearish qu'on voit sur tous les marchés, et cette capitulation ou non qui intervient quasiment quotidiennement sur les marchés en ce moment. Sauf que là où effectivement le comportement de marché est encore très flagrant, c'est que malgré plus des 2/3 des résultats qui ont été excellents, ça n'a fait aucune réaction. C'est-à-dire que c'est effectivement déjà bien dans les esprits des investisseurs, en tout cas, qui sont éduqués, que tout ça ne va pas forcément durer encore très longtemps. C'est ça qui est assez frappant, Léa, et vous mettiez en avant la psychologie. On peut mesurer le sentiment des investisseurs, des participants de marché. Tout est au plus bas. C'est-à-dire, on est dans des zones d'extrême bearishness. Le cash est au plus haut dans les portefeuilles. Tout le monde est très prudent, très défensif. Tout le monde a conscience des problèmes. Et pourtant, les marchés n'arrêtent pas de baisser. C'est-à-dire que l'idée d'être contrariant aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais parce que je pense aussi qu'il y a des attentes qui vont être très politiques, en fait. Effectivement, on sait pour les taux. Mais revenons 1 an et demi en arrière, l'inflation, tout le monde disait oui, mais pas structurelle. En fait, non. Là, tout le monde dit
la récession, non. Christine Lagarde l'a dit là. Non, c'est pas. Mais en fait, à force de crier au loup, on se rend bien compte quand même que tous ces phénomènes qui sont classiques dans la théorie financière, là, on est dedans. On a tous les ingrédients pour y arriver à la récession. Je pense aussi qu'il y a un contexte un petit peu anxiogène pour les particuliers qui n'utilisent pas leur épargne. En Europe, on le voit. En France, on est au plus haut. Et donc, elle ne sortira pas, cette épargne. Exactement. Et donc, on attend tous, finalement, que ça passe par l'épargne. Et ça ne passera pas par l'épargne. Ça ne passe pas par les salaires. Donc, là aussi, on voit bien que ça ne va pas soutenir la croissance, en tout cas très longtemps. Donc, on attend quoi ? On attend encore de l'aide des États et de l'hélicoptère-monnaie pour pouvoir financer des grands projets. Bon, sauf que les marges de manœuvre budgétaires, elles ne vont pas être éternelles avec des banques centrales qui sortent du jeu aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette ambiance gloomy, je note quand même pas mal de deals industriels. Ouais, c'est-à-dire que pour le coup, c'est pas des deals dont on se dit, tiens, ils achètent au plus haut, en haut de cycle, en top de marché, etc. Et puis, très souvent, en tout cas dans les exemples que je cite, ce sont vraiment des deals industriels. C'est pas des deals de financiers. Alors il y a du LBO, etc. Mais là, c'est pas ça. Broadcom, VMware a confirmé, mais ce serait quand même une opération majeure dans la tech, l'alliance entre les puces et le cloud. Siemens Energy qui sort Gamesa. Là, il y a peut-être un truc à dire parce que il y avait un problème entre la bourse et Gamesa Gamesa où la bourse n'a pas pu résoudre. CMA CGM sur Air France KLM, évidemment, opération magnifique, stratégique de la part de CMA CGM. De Richebourg-Elior, alors le deal a été un peu plus surprenant visiblement pour les investisseurs, mais là aussi, de Richebourg, c'est du capitalisme familial, c'est une vision industrielle. Elior, c'est pas cher, etc. On peut multiplier les exemples. Alors, premier élément que je vois, moi, à tout ça, parce qu'on parle de secteurs très différents, c'est qu'il y a une volonté de consolidation, de se renforcer, de devenir un gros acteur, chacun dans son segment. Gagner des parts de marché quand l'ambiance est compliquée. Exactement, probablement aussi de solidifier son bilan parfois. Je prends le cas de Siemens Gamesa parce que évidemment je le connais bien et qui n'est pas un cas très joyeux en réalité. C'est un échec en bourse pour Gamesa. Absolument. Et tout ça est lié à quoi ? En fait, là encore, on revient à la valorisation, aux attentes qu'il y a eu sur les marchés dans certains secteurs qui est l'éolien, le solaire et les équipements autour de ça. Et on s'aperçoit que ça devient de la commodity. C'est-à-dire qu'il reste un acteur aujourd'hui qui va être encore un peu coté et solitaire, c'est Vestas. Quand on regarde les niveaux de valorisation sur finalement ce rachat, Vestas est encore un petit peu haut, un petit peu cher par rapport au niveau de valorisation. Donc on sait très bien que là, en fait, le secteur, il est bouleversé. Il est bouleversé pourquoi ? Je pense que c'est extrêmement important de le comprendre. Il faut différencier dans les valeurs ce qui est de la commodité. Rappelons-nous Vallourec, c'est ce que vit en ce moment Siemens Gamesa, c'est ce que vit en ce moment Vestas, et ce qui est à vraie valeur ajoutée. Et là, on a des deals pour racheter de la commodité, tout simplement. Et là, Vestas, en fait, on est en train de vous dire tout simplement que vous avez des secteurs de l'éolien qui produisent en gros des éoliennes, qui vont les installer, qui allaient passer leur business model de carnet de commandes vers de l'entretien de parcs en place et donc du service, revenus en général plus stables, mieux margés, et qu'en fait, on s'aperçoit que quand on a mis une éolienne en pleine mer, elle ne dure pas 15 ans, il faut aller la réparer tous les 2 ans. Et donc, en fait, tout ce business model-là ne va pas fonctionner. La rentabilité des projets n'est pas du tout celle qu'on a pu imaginer à un moment. Exactement, ça a été mal anticipé. 1 milliard de cash brûlés par Vestas en un an. C'est tout ce qu'ils ont accumulé sur les 10 dernières années. Donc vous pouvez rayer de la carte ce secteur-là. La seule chose qui va les sauver éventuellement, c'est l'État. Et d'ailleurs, Vestas le dit très bien. On aura peut-être des grands financements publics. Merci. Si on en est là... On va nationaliser ces boîtes. Ça va être très, très compliqué. Oui, et d'ailleurs, venons... Souveraineté. Oui, et venons au secteur renouvelable qui a aussi vécu ça. J'ai évoqué Albioma ensemble avant parce que... Oui, Albioma, c'était l'exemple précédent. Donc c'est KKR qui sort Albioma de la bourse. Voilà, exactement. Avec une prime de 40%. Et c'est très malin. Ils sortent les seuls qui ne sont pas sur du pur renouvelable, éolien et solaire, qui sont sur de la biomasse, parce qu'on sait que les tout petits éoliens et solaires actuellement, qu'est-ce qui va se passer ? Comme on parle de transition juste, on va regarder, et ces prix qui n'étaient pas régulés vont le devenir. Et donc, on voit, là aussi, il faut bien analyser comment les business models vont évoluer, parce que ça risque d'être assez violent. Et ces mouvements, pour moi, traduisent des volontés de se consolider, plus que des vrais choix stratégiques. Bon, le problème de trop réguler les prix, c'était un intervenant qui me racontait ça l'autre jour, il n'y a plus aucun projet solaire qui sort aujourd'hui.
aujourd'hui. Ah bah, c'est sûr. C'est-à-dire qu'avec un coût du capital qui passe de 1 à 2, le TRI des projets solaires, équipement toiture, ça converge vers 0. Alors moi, je suis très... Donc si on bloque en plus les prix de sortie pour ces acteurs-là, qui va vouloir faire de la toiture solaire? C'est dans le plan Repower EU. Il faut que chaque nouvel immeuble ait un toit solaire en Europe. Absolument. Moi, je suis très embêtée puisque je gère un fonds climat notamment. Et alors, en l'occurrence, les renouvelables, ça va être un problème. C'est pas compliqué. Quand c'est régulé, il faut sortir, il faut aller à l'extérieur de la chaîne de valeur. Sur le renouvelable, mais sur les deals aussi, l'idée qu'il y a des deals, il y a un moment peut-être de M&A industriel. C'est une idée, c'est une illusion, c'est une réalité ou pas? C'est plutôt bon signe dans l'ambiance un peu morose qu'il y a. C'est plutôt sympa, même dans les small et mid cap. Bon, là, c'est plus des fonds. Il y en a eu pas mal sur des sociétés de services informatiques. Il y a eu pas mal de deals, notamment dans les softwares, sur Generix ou CAS. C'est vraiment des toutes petites micro-caps françaises. Donc, il y a des choses, il y a des deals. Donc, c'est plutôt, je trouve, plutôt positif parce qu'on voit que les gens se projettent. Évidemment, c'est pendant les crises qu'il faut qu'on ressort plus fort. Il y a beaucoup de sociétés qui vont investir et qui vont ressortir plus fort. Parce que je vous rappelle, ça fait 3-4 ans que l'argent est gratuit. Donc, les feuilles d'entreprise vont monter. Ça va être le moment d'assainir. Donc, c'est là où je rejoins Léa et dire qu'il va falloir faire du stock picking, choisir les bons élèves qui vont ressortir plus grands. Mais aussi, attention donc, aussi à toutes les sociétés qui vont faire des deals beaucoup trop chers et qui vont avoir un énorme goodwill. Parce que ça fait des années que les goodwill, je pense... Là, c'est le risque encore avec la baisse des prix de marché. Oui, c'est le risque encore de surpayer des acquisitions. Surpayer parce que, et pour regarder, il faut mettre, vous savez, le goodwill, donc c'est la survaleur par rapport au retour sur capital employé. Parce que le problème, ça fait des années que plus personne ne regarde le goodwill des bilans. Et là, maintenant, j'espère bien qu'avec l'inflation qui revient, les gens vont gagner un peu plus le bilan. Parce qu'avant, ça fait des années, on regardait que le compte de résultats. Peut-être de temps en temps le tableau de flux pour voir si le free cash flow ça tenait, mais quand même le bilan c'est quelque chose qu'il faut regarder, le goodwill, les retours sur capital employé. Donc attention donc aussi quand même à des acquisitions qui ne sont pas faites n'importe comment, parce que vous allez voir celles qui sont un peu trop leveragées. Il y a l'exemple de TAG Immobilien en Allemagne qui a sorti des très bons chiffres ce matin, sauf que son taux de rendement, son taux d'endettement est un peu plus fort que prévu. Le titre fait moins 13 tout de suite. Donc je pense que tout l'argent, on disait de toute façon on s'en fiche, l'argent est gratuit. Oui. Attention avec la remontée des taux sur certaines sociétés trop endettées. C'est-à-dire que le WACC va devoir, donc le coût du capital devoir être ajusté. Et à chaque fois que vous remontez votre coût du capital un peu, c'est un massacre tout de suite sur la valorisation finale. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et puis après, c'est la spirale. Je regardais effectivement des émetteurs alors qui ne sont pas bien notés. Effectivement, ils pouvaient quand même emprunter à des rendements décents il y a encore 3 ou 6 mois. Aujourd'hui, ça devient littéralement prohibitif pour certains d'entre eux. C'est ce qui s'est passé notamment sur le high yield américain et même européen, qui est parti complètement dans le décor. Bon, après, peut-être qu'il était arrivé à un niveau beaucoup trop bas, déformé par les banquiers centraux. Donc voilà, donc tout ça, ça sera juste. Le repricing en cours, donc la baisse que l'on a depuis le début de l'année est plutôt assez saine. Donc je pense qu'en grande partie, c'est lié au repricing de la fin des banquiers centraux. Peut-être encore une petite dernière baisse qui serait encore liée à cette capitulation, qui elle viendrait peut-être plus de la révision baissière des résultats par action. Et après, c'est reparti. Parce que la plupart des sociétés que l'on voit nous disent « Ok, on va perdre 100 points, 200 points de base, le temps d'augmenter les prix. Les pricing power, il est là, ça va arriver, mais au moins l'acquis d'augmentation de prix qu'ils n'avaient pas pu passer ces dernières années, lui va rester structurel. Donc si l'année prochaine, les effets de base sont plus simples, le coût de logistique se descend et tout, ça sera envoyé. C'est pour ça que je reste assez confiant sur les croissances de bénéfices par action pour 2023, même si tous les grands macroéconomistes nous annoncent une récession, bien évidemment pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Dans la série des deals, je sais pas, moi, Antoine, est-ce que Broadcom VMware, je sais pas si vous avez regardé, ce serait quand même une des plus grosses opérations dans la tech depuis très très longtemps. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on aurait un premier exemple d'un acteur de cette taille, en tout cas, qui serait intégré des puces semi-conducteurs jusqu'au cloud. Tout à fait. Et ça illustre assez bien la philosophie de Broadcom, qui a été plutôt connue pour ses grosses acquisitions dans le passé. Ils avaient acquis la division cyber de Symantec, si je ne dis pas de bêtises. Possible. Ils avaient fait de multiples acquisitions. Je sais qu'ils ont raté Qualcomm, ils ont raté Qualcomm, le méga deal. Qui devait être le méga deal, mais le siège social était à Singapour, donc c'était plus problématique d'un point de vue de sécurité nationale. Alors, je ne suis pas un expert du dossier à court terme comme ça. Je trouve que les synergies sont peut-être un petit peu compliquées à voir dans un premier temps. Après, effectivement, sur une stratégie de plus longue haleine, je pense que ça fait beaucoup de sens d'avoir effectivement le contrôle de l'intégralité de la chaîne de valeur. Et on peut imaginer peut-être même des semis qui seraient connectés via Wi-Fi, via Internet directement à des serveurs cloud, ce qui ferait vraiment des sécurités supplémentaires, ce qui fitterait du coup avec l'acquisition de cyber qu'ils ont pu faire par le passé. Donc, il y a vraiment de la matière. Alors,
peut-être que l'histoire n'est pas finie parce que, comme vous le savez, au bord de VM, il y a notamment l'ancien DG de Dell, dont le nom ne me revient plus là tout de suite, et un autre activiste qui sont plutôt connus pour être de fins négociateurs. Donc, à mon avis, ils ne seront pas contre de faire monter les enchères sur la avec partie d'autres. financière du deal. La partie financière, on n'y est peut-être pas encore. Et parmi les deals cités, c'est peut-être ceux qui, pour moi, font le plus de sens d'un point de vue stratégique, parce que Air France, Air France CMA, je comprends aujourd'hui que dans un contexte de congestion, on se veuille s'orienter vers l'aérien, sécuriser les flux, etc. Maintenant, si, comme on a l'air de tous le penser ici, une récession arrive et que les coûts baissent, il ne faut pas oublier qu'on pourrait se retrouver dans une surcapacité sur l'aérien, qui est quand même beaucoup moins rentable que le maritime. Et donc attention, ce deal-là est peut-être celui qui me laisse peut-être un peu plus de marbre. Il n'est pas aussi magnifique que ce que je disais. Alors il est très intéressant, et à court terme, c'est effectivement le sens de l'histoire, d'aller vers renforcer ses capacités. Ils veulent gagner des parts de marché et reprendre un peu de lead alors qu'ils sont deuxièmes. Oui. Mais on l'a vécu, ces cycles où on acquiert des capacités, puis on se retrouve en surcapacité, et on vient d'irriter tout ça et faire un write-off. Ça me fait penser à Amazon sur Rivian qui a write down un tiers de la valeur de l'entreprise. Donc voilà, attention aussi à ce type d'effet qu'on peut avoir dans un second temps. Pour conclure, Léa, dans la série souveraineté versus transition énergétique, on a eu quelques détails sur le plan Repower EU. Moi, j'ai été marqué par un aveu qui a au moins le mérite d'être assez explicite de la part du commissaire européen Frans Timmermans, qui est en charge justement de ce programme et de sa mise en exécution. On lui demande si le plan Repower EU est compatible avec le Green Deal européen. Il répond: nous n'avons pas le choix. Il y a du charbon dans Repower EU, il y a un recours aux énergies fossiles pour peut-être encore plusieurs années au-delà de ce qu'on avait prévu et de ce qu'on imaginait. Et moi, ma question, c'est: est-ce que ça tue le signal qu'on a essayé d'envoyer pendant des années sur la nécessaire transition énergétique? Parce que je comprends bien que c'est un gap, un bridge à faire de quelques années, qu'après, on va basculer rapidement, mais... En quelques années, on peut détruire le signal rapidement. On peut le détruire, et surtout, c'est complètement antinomique avec les conclusions qui ont été données par le GIEC début avril. C'est-à-dire, le GIEC... We have no choice. Alors, ça, je vais y venir, c'est très important, mais surtout de mettre en perspective maintenant ces fameux horizons dont on disait qu'ils étaient tellement loin que peut-être, effectivement, à court terme, le GIEC a dit on a 3 ans. On a 3 ans pour changer de braquet. Donc en fait, là, clairement, pour répondre tout simplement à la question, c'est vraiment pas un bon signal. Ça, c'est sûr. Après, dans ce plan, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il y a 3 éléments. Le premier, c'est évidemment sortir du gaz russe. Okay, donc on va recréer des pipes. On va réinvestir dans des pipes. On va aller s'approvisionner en GNL. On n'a pas de zone de liquéfaction et de déliquéfaction de manière suffisante pour faire venir en masse du GNL. Ce n'est pas du tout la même technologie que du gaz qui passe dans les pipes. Donc on fait une annonce de ce point de vue-là, sur laquelle ça veut dire que d'un point de vue infrastructure, il y a beaucoup à mettre en œuvre. Je crois que ça a été estimé à 9 ou 10 milliards, juste cette partie. Donc c'est colossal, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Après, il y a la deuxième partie qui est intéressante, c'est le renouvelable. 45% dans le mix à horizon, je crois, 2030. C'était déjà plus ou moins le plan. Bon, on l'accélère un tout petit peu, mais bon, effectivement, à quel prix? Et si c'est pour les rendre non profitables, comme on a commencé à l'entendre, ça risque d'être compliqué. Troisième élément, la sobriété. Ça, c'est le seul point qui est en accord avec les grandes tendances internationales, c'est de dire attention, il faut consommer moins. Juste un rappel, ce que dit le GIEC là-dessus, c'est 40 à 70% des baisses des émissions de CO2 viendront de la sobriété. Et juste pour une information aussi, pour remettre dans le contexte, parce que c'est là qu'elle est vraiment la clé, je pense, c'est qu'on va avoir une démultiplication des équipements. On parlait de technologie, c'est 7 ou 8 appareils connectés en Europe par personne. C'est plus d'une dizaine aux États-Unis. Donc ça fait à peu près 17 tonnes de CO2 par an par personne aux États-Unis, 6 pour un Français. Normalement, il faudrait être à 2,9. En gros, il y a 2 façons de voir les choses. Soit on va vers la décroissance, c'est pas une théorie qui plaît, et notamment aux financiers, soit tout simplement on accepte qu'à ce rythme-là, si tout le monde est équipé comme ça à la fin, de toute façon on n'aura pas suffisamment d'approvisionnement. Et en fait, moi j'ai l'impression que le mur, il va arriver de lui-même. Il va arriver de lui-même parce que soit les prix vont devenir trop élevés, soit effectivement on n'aura de toute façon pas de quoi équiper tout le monde parce qu'on n'aura pas la matière première. Donc pour revenir à ce plan, il fait face à une conjonction géopolitique. Et donc oui, on n'a pas le choix, effectivement. C'est schizophrène, quoi. C'est schizophrène, absolument. C'est difficile pour
pour les investisseurs de se positionner et en même temps d'avoir à atteindre des objectifs qui vont l'être difficilement. Mais oui, c'est quand même inquiétant de voir qu'on est capable, effectivement, encore une fois, de détruire le signal qu'on cherche à envoyer à long terme. J'ai vu qu'ils avaient prévu aussi de remettre des crédits carbone sur le marché. Pour financer, mais voilà, pour financer des infrastructures. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le crédit carbone, qui est un droit à polluer, qui est censé être un prix qui doit monter jusqu'à 100, 150 $. Là, on en remet, on fait baisser le prix et on se sert des recettes pour financer des infrastructures. C'est là qu'on voit qu'on a aussi un problème de financement. En fait, là aussi, on arrive au sujet crucial. Comment on va payer tout ça, toute cette transition ? Bon. La bulle renouvelable, elle a bien dégonflé. Oui, mais elle est bien revenue. Là, parmi les fameuses valeurs qui tiennent et qui rebondissent même bien depuis maintenant 3-4 mois, c'est tout ce qui est green et en particulier les renouvelables. Elles sont revenues sur le devant de la scène pour une question de momentum, plus que de fondamentaux ou de valorisation, mais en tout cas, le momentum les soutient largement. Bon. Ça reste un thème de marché quand même ou pas, Louis ? Oui. Oui. C'est non, mais vous n'êtes pas obligé. Non, si, parce que nous, évidemment, on regarde. Je suis d'accord sur Vestas, c'est vrai que c'est quasiment devenu la commodité. En plus, ils se prennent l'impact matière première à fond. Mais il y a des sociétés un peu de niche de marché, une société comme Erg en Italie qui marche très bien. C'est vrai qu'elle est revenue tout en haut. On faisait le point sur la valorisation encore récemment. Il y a des plus petits acteurs aussi qui sont spécialisés sur des plus petits panneaux solaires, notamment en Allemagne. Donc peut-être qu'ils ont des parts de marché. Après, voilà, il ne faut pas tout mettre dedans. Clairement, la problématique, c'est oui, les valorisations sont élevées. Elles sont souvent extrêmement bien notées par les différentes notations MSCI, ESG. Elles sont complètement alignées avec les accords de Paris et tout. Donc malheureusement, c'est toujours pareil, la problématique de flux. Donc il faut qu'on en ait en portefeuille. Mais après, ce qui est délicat, c'est cette équation à 3 bandes qui est toujours très compliquée. C'est entre faire la performance, satisfaire les réglementations ESG, SFDR 8 ou 9 selon les fonds. Et c'est tentant, c'est pas évident. Non, mais oui. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Léa Dunan-Châtelet, DNCA, Louis Defels, Gay Lussac Gestion et Antoine Post, Constance Associés, étaient nos invités en plateau ce soir.